Et je me permets d'introduire la présentatrice suivante, parce que je la connais depuis très longtemps. C'est pour moi un grand honneur de l'accueillir ici. Vous savez qu'elle a travaillé au début de sa carrière à l'hôpital de Saint-Simon et qu'elle est maintenant chef de service, un service d'orthopédie assez brillant à Saint-Joseph, et que c'est une grande élève de quelqu'un que, bien que je sois pas orthopédiste, je ne peux pas ne pas connaître que le fameux Mimile, en l'occurrence Émile de Tournelle. Et je crois qu'elle son maître, s'il était là, serait très fier d'écouter comme Geoffroy nous parler d'un sujet qui tenait à cœur à M. de Tournelle, qui était le petit. Donc, Pomme, merci d'être là. Merci de m'accueillir au sein de l'Académie pour vous présenter ce travail qui est un petit peu mon dernier bébé, puisque vous allez voir, ça représente quelque chose, un travail qu'on a fait dans mon service avec tous mes adjoints et qui, en gros, commence il y a 6 ans. Donc je vais vous parler de cette fracture du cotyle sur os fragile. Émile de Tournelle a décrit une classification des fractures du cotyle dans laquelle il y a 10 fractures. Et bien celle-ci est la 11e, puisqu'elle est hors de sa classification et que ce qui nous a permis de la décrire, c'est l'arrivée du tridimensionnel. Au début, on a appelé ça la fracture des vieux, avec Thierry Judet, et M. Le Tournelle y avait déjà pensé. Il pensait que la fracture des sujets âgés, c'était une fracture de la colonne antérieure. Et Yves Catonnet, en 1995, nous a demandé à Thierry et à moi ce qu'on pensait de cette fracture des vieux. Et à l'époque, on a pris nos séries communes et on a réussi à réunir 17 malades. Et quand j'ai regardé les dossiers radiologiques de ces 17 malades, à mon plus grand étonnement, les 17 malades avaient à peu près la même fracture. Et cette fracture, à l'époque, je l'ai étiquetée dans la classification comme une colonne antérieure plus hémitransversale, que vous voyez en bas à droite sur le petit schéma. Mais on n'avait pas le tridimensionnel, et donc on l'a étiqueté, on l'a rangé dans la classification sur ce mode de fracture. En pratique, alors ça c'est une petite histoire qui va vous amuser beaucoup, ça fait 15 ans que j'essaye de savoir quelle est l'épidémiologie des fractures du cotyle en France, qui est assez simple, puisque avec le PLSI, il suffit d'appuyer sur 2 boutons, les codes de fracture du cotyle, il y en a 2, donc on appuie sur 2 boutons, et puis on peut savoir combien on en a en France, quelle est la répartition par âge, quelle est la répartition géographique. J'ai tenté pendant 15 ans entre la CPAM et la SOFCOP qui m'ont renvoyé les uns aux autres et je n'y suis jamais parvenue. Jusqu'au jour où j'ai opéré un jeune homme, une fracture de la paroi postérieure du cotyle, et conformément à mes habitudes, je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie, et quand il m'a dit je suis statisticien à la CPAM, oui, j'ai dit c'est formidable ça. Et vous savez que ça fait 15 ans que j'essaye d'avoir les statistiques. Mais il me dit c'est pas un problème ça, en 2 minutes je vais vous les sortir. Et donc, il a effectivement appuyé sur 2 boutons et il a sorti cette statistique sur 10 ans qui montre à peu près les mêmes chiffres sur 10 ans. C'est-à-dire que moi, je voulais savoir s'il y avait 500 ou 1000 fractures du cotyle par an en France. En pratique, il y en a 3000 par an, dont 2000 chez les gens de plus de 60 ans. Donc, ce n'est pas du tout une petite pathologie, ça représente beaucoup de fractures, et beaucoup de fractures chez les gens de plus de 60 ans. Alors, vous avez vu la diapositive précédente, on avait dit avec Thierry la fracture des vieux, sauf que, on vieillit, et au départ, on avait mis la barre à 60 ans, mais même si on la met à 70, et qu'on décide qu'on est vieux qu'à partir de 70 ans, eh bien, ça fait quand même pas loin de 2000 fractures chez les gens de plus de 70 ans, et c'est une pathologie dont il faut qu'on s'occupe. Voilà, quel est le mécanisme de cette fracture? Quelqu'un dit d'âgé ou qui a l'os fragile, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, vous allez voir pourquoi un peu plus tard, qui tombe de sa hauteur avec la tête du fémur qui fait bélier dans la cavité cotyloïdienne, et compte tenu de l'antéversion du col du fémur, eh bien ça occasionne une fracture de la paroi ou de la colonne antérieure, une fracture plus ou moins complète, et plutôt moins que plus de la lame quadrilatère, une énorme impaction du toit du cotyle en 2 dents qu'on a bien mis en évidence sur le scanner, et un espèce de bâton de porte autour du détroit supérieur qui reste continu, avec la paroi antérieure qui s'ouvre en dehors, la lame quadrilatère à l'intérieur, et une luxation centrale et une ascension de la tête fémorale. Voilà comment ça se passe. La tête fait bélier, elle s'enfonce
dans le cotyle. Elle provoque cette impaction du toit qui est un élément fondamental de cette fracture et de son éventuelle instabilité ou stabilité. Donc voilà ce que ça donne pour une fracture peu déplacée. Hein. Vous voyez bien sur la dernière image en bas à droite, hein, le détroit supérieur qui est resté parfaitement continu. Il y a un petit... Je vais peut-être appuyer là-dessus et vous montrer. Voilà, le détroit supérieur qui reste continu, la paroi antérieure ici, et la lame quadrilatère qui s'est ouverte. On sait hein, que cette fracture-là, elle est très peu déplacée. Hein. En revanche, dans la version plus déplacée, on garde notre détroit supérieur qui est un peu soufflé, la paroi antérieure qui s'est ouverte vers l'extérieur et la lame quadrilatère qui s'est ouverte vers l'intérieur. Vous me direz, c'est une paroi antérieure, cette fracture, ou une paroi plus hémitransversale postérieure? Ben non, pas tout à fait, parce que l'hémitransversale postérieure, dans la description au princeps, elle va jusqu'au bout ici, ce qui n'est pas le cas dans cette fracture. Et puis, c'est vraiment une entité bien particulière. J'ai un de mes internes qui a fait sa thèse dans mon service en 2014, pour vous montrer à quel point c'est bien particulier. Hein. Sur 202 patients qui avaient été opérés dans le service en l'espace de 6 ans, 75% des patients de plus de 60 ans ont cette fracture typique. Et sur les 33 fractures typiques de l'os fragile, 81% avaient plus de 60 ans, 15% entre 50 et 60 et 3% seulement en dessous de 50 ans. Et c'est pour ça qu'on a appelé la fracture de l'os fragile, parce qu'il y a des gens de moins de 60 ans qui ont l'os fragile. Il y a des gens de moins de 60 ans qui tombent de leur hauteur et qui se font cette fracture. Et c'est important parce que quand on les opère, M. Le Tournel disait toujours le seul obstacle pour nous à la chirurgie du cotyle, c'est l'ostéoporose. C'est vrai que de remettre des fragments qui font scrooch sous les points carrés, c'est compliqué. Hein. Et quand ces gens ont l'os fragile, et quand on a cette fracture, on peut s'attendre, même chez quelqu'un de moins de 60 ans, à avoir un os qui est particulièrement fragile, et il faut le savoir. J'ai un autre de mes internes qui vient de soutenir sa thèse, qui a fait une thèse très brillante sur cette fracture, et qui a particulièrement étudié les impactions. Il s'appelle Lucas Chanteux, et il a repris les scanners de tous les malades pour regarder où étaient les impactions. À savoir, est-ce qu'elles sont médianes, est-ce qu'elles sont, il l'a marqué, hein. Là vous passez des plus antérieures à celles qui sont centrales, à celles qui sont postérieures. On les voit très bien hein, dans le poids du cotyle. Et ça, c'est des clichés péropératoires qui ont été faits avec le arme dont on se sert en péropératoire, qui vérifie que l'impaction sur ce cliché-là est bien revenue. Évidemment, hein, les clichés sur lesquels on les voit les mieux, ces impactions, c'est sur le cliché, sur les coupes frontales du scanner. Et vous voyez que toutes ces fractures, hein, la tête s'est enfoncée, elle a plus ou moins fait un enfoncement important. Et en fait, au début, quand j'avais remarqué sur le scanner, hein, qu'il y avait ces impactions. Mais j'ai cru au début que ces impactions étaient attenantes à un fragment de cortical et que quand on remettait par la voie ilio-inguinale le fragment de cortical à sa place, ben, on remettait forcément l'impaction. Or, en fait, c'est pas vrai. Ce fragment, il est purement cartilagineux et spongieux. Il n'est jamais rattaché à de la corticale et il faut aller le chercher pour le remettre sur la tête. Et par la voie ilio-inguinale, hein, on n'est pas du tout bien pour faire ça et aller remettre le fragment, je vais vous montrer après. Donc, ces fractures, elles peuvent bénéficier d'un traitement fonctionnel quand elles ne sont pas très déplacées. Et parfois, on a des bonnes surprises, même avec des radios horribles. Hein. Je ne vous cache pas, hein, c'est des radios qui ne font pas plaisir. Mais il y a des patients qui ont des clichés qui sont comme ça, qui marchent très bien, qui sont très autonomes, et auxquels je dis, c'est des gens de 80 ans, hein. Le jour où vous me demanderez votre prothèse, je vous la ferai, il n'y a aucun problème. Mais j'en ai un certain nombre que je n'ai jamais eu à opérer et qui ont toujours été très bien avec ces fractures traitées de façon fonctionnelle. En revanche, quand on s'attaque à l'ostéosynthèse, et c'est là où je veux vous faire part de notre expérience sur ce qui est relativement courte, sur 6 ans, on a fait d'énormes progrès. On a 3 révolutions, la voie de Stoppa, les plaques console et l'acquisition tridimensionnelle péropératoire avec la navigation. Alors, la voie de Stoppa, c'est une voie qu'on voit au gynécologue, hein. C'est une incision de Pfannenstiel dans laquelle on va exposer la totalité, enfin pas tout à fait la totalité, de l'endopelvis. Donc on aborde la symphyse, on se glisse, on ressèque le périos, et puis on se glisse sur l'os et on va exposer toute cette partie et toute cette partie de l'endopelvis. C'est une vraie voie endopelvienne osseuse
qui est tout à fait intéressante, qui permet de bien voir la fracture et qui permet surtout d'aller désimpacter le fragment et d'aller le remettre. Parce qu'en fait, la fracture, elle est ici, et par cette voie endopelvienne, on arrive très bien à voir le fragment, à voir la tête et à aller le repousser dessus. En revanche, les inconvénients de cette voie d'abord, c'est que contrairement à ce qui est parfois écrit dans la littérature, c'est pas du tout une voie mini-invasive, c'est une voie dangereuse. Il y a la corona mortis, il y a les vaisseaux obturateurs, il y a les vaisseaux iliaques, et surtout ici, alors je vous ai mis là un petit schéma de Fernand de Peretti, qui est un des fondateurs de notre club bassin Cotil, et un grand anatomiste, et qui nous fait des cours d'anatomie au tableau noir chaque fois qu'on fait le cours, et c'est magique. Et Fernand, quand il fait ce dessin, il dit les veines, là-haut, je ne vous les dessine pas parce que c'est des lacs. Et c'est des vrais lacs, c'est d'autant plus des lacs qu'on opère des sujets âgés, qu'il y a des déformations variqueuses veineuses là-haut, et que là, moi maintenant, dans le service, cette zone-là, c'est interdit. C'est une zone interdite. On n'a pas le droit d'aller là, parce que quand on va là, on rentre dans les lacis veineux, et quand on rentre dans les lacis veineux, on manque de perlemanage. Parce que même avec un bon chirurgien vasculaire, il n'y a pas moyen d'aller faire les espèces de ça, c'est vraiment très très difficile. Ils vont passer des panini là-bas au bout de leur fil avec des petits feutres et tout ça, mais c'est la seule chose qu'on puisse faire. C'est vraiment très très difficile. Donc il faut se méfier que cette voie de Stoppa n'est pas plus facile que l'union inguinale. Il ne faut jamais oublier que dans cette chirurgie du Cotil, on ne fait pas de la voie anatomique pour de la voie anatomique, c'est cassé là-dedans. Donc il y a des gros dégâts, il y a des gros dégâts au niveau des vaisseaux, et donc c'est compliqué. Voilà. Le club bassin Cotil, c'est le club qu'on a fondé maintenant il y a 10 ans, avec Fernand de Peretti, avec Jérôme Tonetti qui est là. Et je voulais vous dire toute son importance parce qu'il y a deux personnages là, il y a Guillaume Réwallon et puis Pierre Guy qui sont là. Pierre Guy, il est canadien, Guillaume Réwallon, c'est, comme disent mes enfants, c'est mon padawan. C'est mon élève, c'est le premier que j'ai formé pour faire la chirurgie du Cotil. Ils se sont rencontrés au cours qu'on avait organisé à Paris et Pierre Guy avait déjà une bonne expérience de la voie de Stoppa. Il a montré ça à Guillaume. Et je dois dire que c'est Guillaume le premier dans le service qui s'est lancé dans la voie de Stoppa, qui a eu quelques ennuis, y compris celui des veines là-bas derrière, sur lequel on est venu l'aider avec le chef de service vasculaire. Mais c'est lui qui s'est lancé là-dedans et c'est lui qui m'a converti. Parce qu'au début, comme je maîtrise très bien la voie inguinale, d'aller changer de voie d'abord, d'aller regarder par l'intérieur, je n'étais pas très fan. Or, c'est lui qui avait raison, il fallait s'y mettre. Et il faut d'autant plus s'y mettre qu'on a modifié la voie inguinale et que maintenant on fait ce qu'on appelle des iliostoppas, c'est-à-dire qu'on a, au lieu de faire la fenêtre interne de l'ilion inguinale en dehors du grand droit, on fait la fenêtre interne en dedans du grand droit, dans la voie de Stoppa, et on en a à la fois les avantages de la Stoppa et de l'ilion inguinale, et ça permet de faire de la chirurgie très difficile dans des consuls qui sont meilleurs. Alors, les plaques consoles, c'est ces plaques magiques qui ont été inventées par nos collègues canadiens, hein. C'est Pierre Guy et Sagit qui ont inventé ça. C'est une plaque de Cotil, comme avait conçu Émile, hein. Sauf qu'elle a ce renfort triangulaire qui vient se mettre là, ici, sur l'arrière-fond. Et comme on a une vue endopelvienne, hein, quand on fait une voie de Stoppa, on se met de l'autre côté du patient pour avoir la vue endopelvienne. Comme on a cette vue endopelvienne, on peut, dans ce trou de vis-là, mettre des vis qui vont pincher l'arrière-fond et lui permettre de revenir en place. Donc ça, c'est des plaques qu'on utilise de plus en plus, et pour ces fractures du sujet âgé, dans 100% des cas, parce qu'elle est parfaitement bien dessinée, qu'elle s'applique très très bien, et qu'elle permet d'avoir une ostéosynthèse pérenne chez ces malades. Enfin, l'acquisition tridimensionnelle qui est couplée à la navigation. J'ai été à la soutenance de thèse d'un de mes internes, où il y avait un de nos jeunes collègues d'un autre service qui était directeur de thèse, et en sortant de la thèse, on discutait de l'acquisition tridimensionnelle préopératoire, et en gros, il m'a dit « C'est rigolo qu'une vieille comme vous, ça s'intéresse à ça, quand même ?» Je lui ai dit « La vieille, elle s'intéresse à ça depuis 33 ans, parce que Gérard Morvan est là, et ça me fait très plaisir qu'il soit là. Et il sait qu'il y a 33 ans, j'ai fait ma thèse sur le scanner dans la fracture du Cotil avec M. Le Tournel, et qu'on a dépioté les dossiers ensemble. Et on a tout regardé. Et ce qu'on avait, c'était des espèces de planches avec des mini-coupes où il fallait y regarder évidemment à la loupe. Et donc, l'idée d'avoir une acquisition scanner péropératoire, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis très très longtemps. Parce que j'ai toujours pensé que c'était fondamental. La seule chose, c'est qu'il fallait avoir une acquisition tridimensionnelle après la réduction. L'acquisition tridimensionnelle, quand c'est cassé, c'est pas très intéressant.
Et Gérard, il a fait les premières tentatives de reconstruction tridimensionnelle, il peut vous le dire, hein, il me l'a dit. La première, il a mis 30 heures, et au bout de 30 heures, il était très déçu parce que le résultat était quand même assez pauvre. Et M. Le Tournel, il m'avait dit, vous en pensez quoi, pomme du tridimensionnel? Je lui ai dit, monsieur, pour le moment, celui que vous avez dans votre tête est plus riche que celui qu'on fabrique. Sauf que celui qu'on fabrique maintenant, on appuie sur un bouton et on l'a, et c'est absolument magique. Donc aujourd'hui, d'avoir de l'acquisition tridimensionnelle opératoire, pour moi c'est l'avenir de la traumatologie et c'est l'avenir de la chirurgie de rachis aussi. Hein. Je ne crois pas qu'à l'avenir on puisse travailler sans ça. Je pense qu'il faut qu'on ait des engins plus petits que ce qu'on a aujourd'hui pour le bassin et le rachis pour faire les extrémités, le calcanéum, les coudes, etc. C'est absolument fantastique. Et couplé à la navigation, bah, ça donne une sécurité et ça donne de l'inventivité parce qu'on apprend des choses. Donc une meilleure sécurité, une meilleure réduction, des vis qu'on n'aurait jamais mises. Hein. Après 30 ans de chirurgie du cotyle, j'ai appris à mettre certaines vis que je ne mettais jamais. Les vis du haut de la plaque, je les mettais toujours perpendiculaires à la iliaque en pensant que c'était ce qu'il y avait de mieux. Mais en fait, il y a une place pour aller les mettre dans la tubérosité postérieure de l'iliaque et vers des vis qui font 50 et qui tiennent très très bien, c'est formidable. Donc j'ai appris plein de choses avec ce matériel. Un gain de taux opératoire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, pour passer la courbe d'apprentissage, de se servir de l'engin, hein, on va plus vite avec ça. Un gain de saignement péropératoire et pas d'irradiation supplémentaire, et plein de choses qu'on peut faire en percutané, tous les vissages idiosacrés, tout ça avec une totale sécurité. Donc l'engin que nous on a acquis, c'est l'engin de chez Medtronic, c'est l'OARM. On apprend très vite à s'en servir. On a juste, pour la petite histoire, parce que c'est assez amusant, hein, l'installation en décubitus ventral sur la table orthopédique que j'ai là, le truc qui sert à faire ça, c'est Jean-Jacques avait fait faire M. Le Tournel, c'est celui qui l'avait fait faire, c'est le prototype. Et on était obligé de scier le bout pour que ça passe dans l'OARM, alors j'ai gardé le petit bout sur mon bureau en pensant à lui. C'était un peu trop haut, ça passait pas dans l'arceau quand on avait voilà, dans des décubitus ventral. Donc la navigation, une fois qu'on a fait l'acquisition, on pousse l'engin et puis on travaille avec les infrarouges et on navigue nos instruments, on sait exactement non seulement où on met nos vis mais la longueur qu'elles ont. Alors il y a un petit jeu dans le service, c'est que comme j'ai une certaine habitude de la longueur des vis et de l'endroit où on les met, je prédis la longueur de la vis et puis après on vérifie avec l'engin et je ne me trompe pas très souvent finalement. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon depuis 30 ans comment j'aurais fait. Voilà. Donc, en conclusion, ce sont des fractures fréquentes qui mettent en jeu le pronostic fonctionnel et vital des patients. Il faut qu'elles soient référées pour que le choix thérapeutique soit logique et qu'il soit bien fait. Il faut s'adapter au terrain pour poser les bonnes indications. Et si on opère, il faut le matériel adéquat. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé à faire cette chirurgie, j'étais très impatiente et jeune, et je ne comprenais pas pourquoi aucun de vous n'était au courant ni ne savait que j'étais la spécialiste de la chirurgie du cotyle. Aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est parce que la chirurgie, c'est pas la Starac. Et donc, il faut 30 ans pour acquérir cette reconnaissance et pour acquérir la totalité de l'expérience que j'ai acquise au cours de toutes ces années. Il faut vous dire qu'on a commencé à faire des voies de Stoppa en 2012. On a l'OARM depuis 3 ans et demi et on a les plaques depuis 3 ans. Et le fait de pouvoir visualiser les impactions, les remettre à leur place, vérifier qu'elles sont bien mises, pouvoir mettre nos vis exactement où on veut, être modeste et se dire on fait cette chirurgie et il est quand même possible que le malade ait droit à une prothèse de hanche. Et donc on définit une zone de sécurité autour de la tête fémorale où on ne va pas mettre de vis pour être sûr qu'on pourra éventuellement impacter un cotyle sans ciment. Et bien, tout ça, c'est lié à ça et c'est lié au fait que je suis assez fière et contente d'avoir créé une école française de chirurgie de l'acétabulum et je pense que Émile Le Tournel serait assez content aussi. Là, vous avez un petit panel de tous mes élèves qui sont... Donc ça, c'est Émile avec, comme vous savez, hein, il adorait la pêche au thon. Hein. C'est une photo que j'ai récupérée de ses enfants avec un des thons qu'il avait pêché. Ça, c'est une petite photo de nous deux le jour où il fêtait ses 1000 cotyles. Et puis Guillaume Riwallon, c'est mon élève, c'est lui qui a aujourd'hui une des plus grandes expériences, hein, parce que comme on fait
plus de 100 fractures du cotyle. On en prend en charge plus de 150 et on en opère plus de 100 dans le service par an et qu'il en fait bien la moitié, il est rapidement sorti de sa courbe d'apprentissage et c'est un très bon chirurgien, assez dynamique et aventureux. Thomas Aubert, c'est lui. Lucas Chanteux, c'est lui. C'est un club de chirurgie francophone, puisque ça c'est un de mes internes libanais qui fait une espèce de bêta concours de publication qui nous a beaucoup aidé à publier. Mourad Zara, c'est un de mes collaborateurs qui est tunisien et qui est agrégé à Tunis et qui continue de venir travailler une semaine toutes les 6 semaines dans mon service. Et les derniers en date, c'est Pierre-Emmanuel Moreau qui est actuellement à la Pitié où il fait tous les cotiles, et Peter Upex qui se cache là-bas dans le Warm et qui vient de rejoindre le service. Tout ce monde-là a fait de la chirurgie du cotyle, et puis j'en ai d'autres que j'ai essaimés dans d'autres services dès qu'ils ont été mes internes et qui font ça un peu partout, plus le club bassin cotyle. Je pense qu'on devrait quand même arriver à être suffisamment nombreux pour prendre ces fractures en charge. Puisqu'il y en a 2000 par an en France, et qu'il y a des centres référents maintenant qui commencent à se répartir un peu partout, et que c'est un problème de santé publique et il faut qu'il y en ait partout. Merci beaucoup pour cette remarquable présentation. Ça fait que plaisir. J'ai été interne chez le tournage dans les champs, parce que Jean Castin me dit qu'il faut absolument voir j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant 6 mois, et là je pense qu'il a, vous êtes les dignes successeurs et plus rayonnement quand même au niveau international de la chirurgie du cotyle traumatique. Ça c'est vraiment remarquable. Sur le plan international, il était assez fort. Souvenez-vous, Joël Matta, quand il était allé chez Sarmiento, Joël s'était dit qu'est-ce que c'est que ce petit gros français là qui parle mal anglais? Est-ce que vraiment il fait les cotiles comme on fait les plateaux tibiaux? Il faut que j'aille voir. Donc il était venu voir. Et le fait que Joël Matta ait été l'élève d'Émile Le Tournel, ça a permis quand même une diffusion internationale. La seule chose qui est un peu vexante, c'est qu'il n'aurait pas fallu que les Américains viennent nous réapprendre à faire les chirurgies cotiles. Ce ne sera pas le cas. J'ai une petite question, un petit commentaire, une petite question. Petit commentaire, c'est que les lacs veineux, pelvis, c'est une catastrophe dans la chirurgie puisque tu passes par on va et l'équipe. Je pourrais te fournir, quand même si ça m'intéresse, une variation anatomique des veines du bassin, qui est un remarquable travail fait par Pierre Scali, et c'est clair que les exopérations pelviennes, c'est des drames, c'est la veine, c'est pas des artères. Je pense quand même que c'est peut-être ça qui est à l'origine des hématomes, c'est une première question. Et ma deuxième question, plus physiopathologique, pourquoi quand on tombe, on s'enfonce plus le cotyle que le col, ou c'est pareil? Est-ce qu'il y a de l'ostéoporose différente entre l'os mouillé de la iliaque ou l'os mouillé du col? Non, je pense que les gens qui se font des fractures du cotyle sont probablement un peu moins ostéoporotiques que ceux qui se font la fracture du col. Je pense que le col tient le choc et puis la tête rentre dans le bassin. Et de toute façon, le mécanisme de la fracture du cotyle chez le sujet jeune, c'est le même. C'est la tête qui fait le boutoir dans le cotyle. Alors ils font un choc un peu plus violent chez les sujets jeunes que chez les sujets âgés. La question, mais là il n'y a pas de physiopathologie dans la salle. Est-ce que l'ostéoporose de l'os plat est la même que l'ostéoporose de l'os long? Ça sera un sujet de réflexion. Je peux dire un truc aussi. Oui, il y a des orthopédistes dans la salle. L'ostéoporose n'existe pas. Ah bon? Pour moi, l'ostéoporose n'existe pas. C'est une maladie qui a été inventée par les labos pharmaceutiques pour faire bouffer des médicaments. Non mais, en étant sérieux, la plupart des fractures sont traumatiques. Les gens tombent, au traumatisme. Alors ça peut être un traumatisme à faible énergie et qui casse le cotyle, mais ça c'est une question de chance, c'est le hasard qui fait que le col casse ou que le bassin casse. Mais ce n'est pas forcément des fractures, disons, ostéoporotiques. La seule fracture ostéoporotique, c'est une fracture qui s'écroule parce qu'elle sait casser le col. Mais c'est très rare, en fait, ça existe, mais c'est quand même très très particulier. Et la dernière chose, pour parler de la physiopathologie, c'est très différent pour vous du tableau de bord, puisque la jambe est pliée, la cuisse est pliée sur le bassin. Dans la fracture du tableau de bord. La fracture du tableau de bord, c'est une fracture de la paroi postérieure. Ça n'a rien à voir. Jean-Marc Ferrand, je ne peux pas laisser Laurent dans ses digressions habituelles. Soyons un peu sérieux sur
la physiopathologie. Par contre, ce qu'a dit Laurent, parce qu'il dit quand même beaucoup de choses extrêmement intéressantes et vraies, c'est que c'est traumatique. C'est-à-dire, il y a un impact et ça casse. Pourquoi un os casse? C'est quand la réaction de la force réactionnelle est plus importante que la résistance de l'os, c'est tout. C'est le verre en cristal et le verre en pyrex, c'est la même chose. Pourquoi on se casse le col dans une chute ou le trochanter plutôt dans les chutes latérales quand on a un os fragile? Simplement parce que la résistance du fémur devient inférieure à la moyenne de l'impact au sol. Et les traumas de haute énergie, c'est en haute énergie qu'on voit des associations fémur complexe, cotyle, etc. Donc, c'est une fracture fréquente parce que d'une part, les fractures chez les vieux, entre guillemets, pendant longtemps, elles étaient négligées, voire traitées fonctionnellement, ça voulait quelquefois dire abandon thérapeutique, mais il faut relativiser quand même. Il y a 77 000 fractures de hanches en France, et si on fait à proportion, tu disais 3000 cotiles, dont 60% les plus âgés, bon, on est en gros à 1% de la pathologie traumatique régionale. Mais ceci dit, alors, l'autre question que vous avez évoquée, c'est l'os plat, et c'est pas vraiment bon, le fond de l'acétabulum, c'est plat, mais le reste, c'est pas. Ça se rapprocherait plus, je dirais, d'un os. Mais c'est pas non plus un os spongieux, c'est un os complexe, donc c'est pas une vertèbre, c'est pas un os long. Mais néanmoins, la résistance de la corticale n'est pas la résistance de l'os spongieux. Et là, on va avoir, je pense, différents gradients de résistance dans le cotyle. Je crois que c'est l'impact de la direction qui va déterminer ce type de fracture. Mais c'est vrai, si sur une chute latérale, avec impaction, le trochanter, on n'a pas une perte trochantérienne en premier lieu, ça veut probablement dire qu'on a peut-être une meilleure qualité osseuse dans le fémur que dans le bassin. Et c'est, de façon claire, c'est plus des hommes que des femmes. Monsieur Lenoir, oui. Bon, félicitations pour cette belle présentation. J'ai une question et un commentaire. La question, je pense, la meilleure façon d'apprécier les résultats à long terme, c'est le nombre de prothèses totales qui est faite sur des cotiles réparés. Est-ce que vous avez une idée du nombre de prothèses totales sur des cotiles réparés à long terme? Ça, c'est ma question. Le commentaire, si mes souvenirs sont bons, la thèse d'Émile Tournel était sur les cotiles, avec une description des colonnes antérieures, des colonnes postérieures, avec la mise au point de l'examen radiographique des cotiles, le 3/4 à l'air, le 3/4 obturateur. Est-ce que ces clichés sont toujours demandés ou est-ce qu'on utilise un scanner? Ça, c'est un commentaire. Et aussi, si je parle de la thèse d'Émile de Tournel, c'est parce que cette thèse avait quand même été inspirée par Robert Judet, qui était quand même le grand inspirateur de ces réparations des fractures du cotyle. Nous sommes d'accord avec tout ça. C'est Robert Judet qui l'a incité à faire ce travail. Alors, les incidences de Judet, puisqu'elle s'appelle comme ça dans le monde entier, hein, Judet Views, moi je ne m'en sers plus. Je ne m'en sers pas pour le diagnostic, je ne m'en sers plus en opératoire puisque j'ai du scanner, je m'en sers en post-opératoire pour surveiller mes patients. Voilà, donc je continue de faire une face intracaralaire, intracaralaire obturateur pour surveiller les patients. Après, ce que vous dites sur est-ce que le succès de la chirurgie est jugé sur le nombre de prothèses totales qu'on fait sur des malades opérés, moi je dirais que c'est un petit peu plus fin que ça. Parce qu'il y a des patients auxquels il faut décider de faire des prothèses sans leur faire d'ostéosynthèse. Et donc, la finesse de l'indication opératoire, moi, il y a beaucoup de ces fractures que je traite fonctionnellement. Beaucoup, pour lesquelles je donne des avis, des gens de 84, 90 ans, où je me dis, on va la laisser consolider comme ça, et puis on ne va pas faire de chirurgie première, même si c'est déplacé. On va attendre que les choses s'engluent suffisamment, 6 semaines, et puis on leur fera leur prothèse vite parce qu'on sera plus efficace. Donc je pense que les indications doivent être très bien posées. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que ces malades soient référés. Les décisions ne peuvent pas être prises dans des centres où on n'a pas l'habitude de s'occuper de ces malades-là.
il faut des chirurgiens expérimentés, il faut un centre référent. Il faut, souvent, les collègues aujourd'hui, avec la qualité de ce qu'on peut se transmettre comme image, les collègues nous envoient 2-3 images et puis il faut donner un avis. Je dis, envoyez tout. Moi, j'ai besoin de la totalité du scanner. Je ne vais pas poser une indication sur 3 coupes, ce n'est pas possible. Donc, on peut considérer qu'une ostéosynthèse, un malade qui a une prothèse 10 ans après, ce n'est pas un échec. Mais un malade qui a une prothèse 6 mois après, c'est un échec, je suis d'accord avec vous, et c'est comme ça qu'il faut les analyser. Mais dites-vous bien que cette idée de fracture sur l'os fragile, cette identification de cette fracture, c'est assez récent. Hein. Vous avez bien vu, hein, chez nous, quand on en fait une centaine par an, on n'en a pas tant que ça. Donc pour en avoir le nombre et faire l'analyse, on y viendra, on vous la montrera, mais c'est encore un petit peu frais. Oui, donc pour aller dans le sens de votre réponse, quelle est la place de la prothèse totale d'emblée? Est-ce qu'elle est fonction de l'âge, des dégâts anatomiques, comment vous organisez? Puis au bout de combien de temps? 3 semaines, 6 semaines? Ouais, alors, moi je ne suis pas fan de la prothèse en urgence. Il y a des publications qui ont montré que la prothèse en urgence dans la fracture du cotyle, ça donne jusqu'à 50% de mortalité. Hein. Donc je ne crois pas que ce soit utile. Comme vous disiez, M. Branchbach, ce n'est pas utile d'opérer les malades le jour de leur mort. Donc on s'abstient. Pour moi, il faut s'abstenir en urgence et attendre 3 semaines. C'est sûr qu'à 6 semaines, c'est mieux. Quelquefois, on ne peut pas, parce que le malade est dans un tel inconfort qu'au bout de 3 semaines, il faut le faire. On en discutait juste avant la conférence tout à l'heure. C'est difficile, hein, ces prothèses sur fracture du cotyle. Hein. Moi, je le dis toujours, il ne faut pas se lancer là-dedans en pensant que ça va être une prothèse lambda. C'est vraiment difficile. Hein. C'est difficile, la fracture, elle a élargi le cotyle, il faut reconstruire. C'est pas une prothèse pour chef de première année. Hein. Une petite question. Alors, il y a d'abord Alain Charmasquelet, puis après... Oui, Pomme, tu nous as indiqué le traitement fonctionnel. Alors, entre le traitement fonctionnel, la prothèse d'emblée et l'ostéosynthèse, y a-t-il encore une place à la réduction et ou à la réduction-contention pour des patients qui seraient susceptibles de supporter une traction-suspension, par exemple? Et là, je fais référence quand même au très beau travail que nous avait montré Duquesnoy il y a de nombreuses années. Il y avait une très très belle série de cotiles qui avaient traité orthopédiquement. Enfin, est-ce qu'il y a encore une place pour ce traitement? Non. Non, vraiment non. Mais sur les résultats des fractures du cotyle traitées orthopédiquement à la Charme, je ne voudrais pas faire offense à notre société savante, hein, mais le symposium de la Sofcote, dans lequel malheureusement on a conclu que c'était mieux de traiter les fractures du cotyle orthopédiquement que chirurgicalement, avait somptueusement mélangé dans le traitement orthopédique toutes les fractures non déplacées avec les fractures déplacées. Hein. Alors je le dis, je le répète, hein, on n'ajoute pas des carottes et des bananes, c'est pas la même chose, c'est pas possible. Et si on décortique ce symposium et qu'on note les fractures non déplacées, on s'aperçoit que même par des gens qui avaient peu d'expérience chirurgicale, le traitement chirurgical est supérieur. Donc, dans ce symposium, je vous rappelle qu'il y avait 400 fractures, 200 qui avaient été traitées orthopédiquement et 200 chirurgicalement. Sur les 200 chirurgicalement, il y avait 0 voie antérieure. Il n'y avait pas de chirurgien qui savait faire des voies antérieures. Donc, quand même, et malgré ça, ils avaient écrit que sur les fractures antérieures, ils étaient mauvais. Malgré ça, le traitement chirurgical est supérieur au traitement par traction. Non, la traction, pour moi, la traction, ça a une indication, la fracture transversale avec le fragment osseux qui est en train d'impacter la tête, pour lequel on met une traction préopératoire pour soulager la tête pendant les 2 jours où on attend de l'opérer. C'est tout. Voilà. Bien, on va être obligé peut-être, Gérard Morvan qui a été mis en cause, enfin pas mis en cause, félicité, et peut-être faire un commentaire, puis après on passe à la communication. Juste une observation, quand j'ai montré la première 3D à Émile Le Tournel, je suis rentré dans son bureau triomphant en me disant « Monsieur, regardez, c'est extraordinaire ce qu'on vient de trouver ». Et Le Tournel m'a répondu « Bof, j'ai mieux dans ma tête ». C'était une cruelle désillusion. Donc même ma question, Pomme, c'est est-ce qu'à mécanisme égal, la lésion sera la même dans un squelette dont la dureté est normale ou dans un squelette fragile? À savoir, est-ce que ça n'est pas le mécanisme qui est spécifique
Non. la fracture des vieux plutôt que l'âge. Non, chez un jeune qui a un traumatisme à haute énergie sur le grand trochanter, il va avoir 2 colonnes, il va avoir une colonne antérieure plus hémitransversale postérieure, et il a jamais cette bon Dieu d'impaction centrale du toit qui est une vraie vacherie, parce que même si on arrive à la remettre, même si on la repositionne, ça peut arriver, même si on a une réduction anatomique en post-opératoire sur le scanner au millimètre près, ça peut arriver que la tête elle reparte avec le fragment malgré la plaque console. Donc non, c'est pas le même mécanisme, c'est pas la même chose et ça fait pas les mêmes fractures. Bien, merci Paul d'avoir gardé ton énergie, on te félicite.